Miguel Benassayag, il est médecin clinicien, il est philosophe, il est psychanalyste et il est ancien guévariste, c'est-à-dire il a été engagé contre la dictature militaire en Argentine qui a fait ses ravages entre 1976 et 1983. Et il a continué son engagement en France. J'en veux pour preuve toutes les associations et tous les collectifs qu'il a créés. Par exemple, le collectif Malgré tout, ça fait déjà un bail. Et l'université populaire à Ris-Orangis, qui est devenu laboratoire social. Un laboratoire social qui a fait ses émules, enfin ses petits partout dans le monde, enfin, pas partout, mais quand même, en Italie, au Brésil et en Argentine, à Buenos Aires. Nous vivons une époque obscure. Alors pourquoi une époque obscure? Pourquoi ce titre? Puisque nous vivons en fait dans des démocraties, et aussi bien en Italie, en France, ce sont des démocraties européennes. Pourquoi faut-il s'engager et contre quoi? Résister, comme il dit, résister, désobéir, et contre quoi? Mais je pense que, et il le dit aussi, ce sont les nouvelles formes de l'ultralibéralisme qui aujourd'hui nous harcèlent, par exemple, nous harcèlent dans notre lieu de travail avec les nouvelles méthodes de management. Je crois que les gens sont prêts à s'engager. J'en veux pour preuve les deux petits livres que Stéphane Hessel a écrits dernièrement, Indignez-vous, Engagez-vous, et c'est devenu un best-seller, traduit dans le monde entier, ce qui prouve aussi la mondialisation de ces luttes, de ces engagements, de cette indignation contre le sort qui nous est réservé. Donc la question est comment s'engager? Et là, voilà, il faut trouver, dit Benassayag, il faut trouver les nouvelles formes d'engagement. Il ne s'agit pas de croire simplement ou de s'engager pour un système alternatif clé en main ou une utopie d'un monde meilleur. Il s'agit de trouver vraiment une nouvelle forme d'engagement là où chacun est, dans son territoire, là où il vit, où il voit ce qui ne va pas, justement. Miguel Benassayag a cette phrase que je trouve fantastique, c'est « libérer la puissance d'agir des gens ». Pour commencer, c'est vrai que nous parlons d'époque obscure. L'époque obscure, l'obscurité de l'époque n'est pas donnée par, de notre point de vue, par un côté subjectif qu'on sent plus ou moins obscur l'époque. D'un point de vue plutôt anthropologique, on pourrait dire qu'une société se trouve dans une époque obscure quand cette société-là, quelle qu'elle soit, ne trouve pas un horizon de dépassement pour des problèmes qui la menacent très gravement. Vous voyez? Donc l'obscurité ou la luminosité de l'époque, dans ce sens-là, un tout petit peu, disons, objective, n'aurait pas à voir avec comment les gens se sentent. Les gens peuvent se sentir bien, mal, plus ou moins, je ne sais rien. L'obscurité de l'époque, ou la violence même de l'époque, l'obscurité a à voir avec le fait que majoritairement, d'un point de vue rationnel, et après il y a les croyances, effectivement, mais d'un point de vue rationnel, quand tout à coup une société, une culture se trouve sans horizon de dépassement par rapport à des problèmes qui menacent sa propre survie. Nous sommes une société qui est passée d'une certitude, c'est même plus qu'une croyance, une certitude, dans un futur promesse, et en très peu de temps on est passé vers un futur menace. C'est-à-dire on est des sociétés qui ont peur de leur futur, sauf que nous sommes exactement les mêmes, grosso modo, qui avons vécu les dernières périodes, les dernières années, les dernières décennies, d'une société qui a duré plusieurs siècles, elle, qui avait pas seulement foi dans l'avenir, mais qui vraiment, il pensait que l'avenir était une promesse. Bon. Quand même, la peur a une raison structurelle très profonde, qui est le fait qu'effectivement, nous sommes une société qui a perdu absolument toute foi dans un avenir. Or, cette société-là était la société qui ne savait vivre qu'au nom du progrès, de la promesse,
de que demain ça allait mieux, n'est-ce pas, etc. Bon, le mythe des historicistes, la croyance dans un progrès convergent, n'est-ce pas, dans lequel les sciences, les techniques, la politique allaient converger vers un futur meilleur, quoi, idyllique. Les gens, c'est pas qu'ils ne voient pas les menaces, nous voyons tous les menaces. Nous voyons les menaces démographiques, écologiques, économiques, épidémiologiques, vous voyez, c'est de tout point de vue. C'est-à-dire, on vit dans une sorte comme ça de crainte permanente. Classiquement, nous sommes dans une culture qui croyait au dispositif connaissance, conscience, action. Donc il fallait connaître pour prendre conscience, pour agir. Et il s'avère que ce dispositif-là, il est un peu... il dysfonctionne parce que plus on connaît les risques, plus on prend conscience des risques, moins on agit parce qu'on a peur. Il faut pouvoir couper un tout petit peu le feedback permanent par rapport au monde, par rapport aux informations, par rapport à l'autre, par rapport à allô, où es-tu, du portable, tous ces trucs-là, hein, ou tout ce qu'on appelle un tout petit peu la mise en spectacle de la vie personnelle, vous voyez. L'impuissance de l'époque n'est pas, d'une part, elle est structurelle, parce qu'effectivement, nous sommes dans une société dans laquelle les grands idéaux d'un progrès linéaire, convergent, en étant cassés, ça casse les rapports de respect envers l'autorité. Et l'autorité, je ne parle pas de Videla, Pinochet, je parle de l'autorité tout bêtement du tout-vivre ou du maître d'école. C'est-à-dire, nous voyons bien comment il y a une perte de croyance ou de confiance envers celui qui représentait l'autorité, n'est-ce pas? Vous savez comment c'est gênant s'il y a des tout-vivres dans la salle, vous savez très bien comment c'est devenu compliqué les métiers. Depuis que les gens ils viennent, ils sont tous vus sur Internet, ils se méfient de vous comme si vous étiez grosso modo le docteur Mengele, n'est-ce pas? Et l'ordonnance, c'est eux qui vous la coupent, ils disent mais pas du tout, pourquoi vous me donnez ça? Et pareil par rapport à l'école, c'est-à-dire dans l'école, on voit bien quand même cette perte de ce qui donnait l'autorité au maître, qui fait que tout à coup l'école est devenue un lieu dans lequel s'établit une sorte de symétrie démocratiste, non? Chose qui est une maladie de la démocratie, démocratisme, non? Dans lequel le pédagogue, il est en symétrie avec l'élève et doit soit le séduire, soit le faire obéir, n'est-ce pas? Le motiver, n'est-ce pas? Comme s'il était un client. On a voulu comprendre que la question de l'engagement, parce que nous ne croyons pas que ces causes-là que j'évoquais rapidement puissent être dépassées par l'arrivée d'un bon programme politique, un bon parti ou un bon leader, vous voyez, c'est-à-dire que l'impuissance dans laquelle nos contemporains se trouvent, dans laquelle nous nous trouvons, n'est pas due au fait qu'il y a personne qui a trouvé le truc, vous voyez, qui a trouvé le truc, et que donc tout le monde va les suivre, comme dans les temps modernes, la manif qui suit Charlot, n'est-ce pas? Une partie de la réalité est l'impuissance à agir des gens, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème et à côté l'impuissance d'agir des gens. L'impuissance d'agir des gens, le fait que les gens, en étant conscients des problèmes, n'agissent pas, fait partie du problème, vous comprenez? Ça, c'est notre hypothèse de base. L'essence tragique de l'histoire, c'est l'essence à travers laquelle les gens expérimentent, je ne dis pas sont en conscience, je dis expérimentent sans, ils sont affectés de telle sorte qu'ils ressentent que ce qui arrive à quelqu'un d'autre, même très loin, ça les touche. Vous voyez? C'est-à-dire que l'essence tragique de l'histoire, elle est propre des époques lumineuses. Plein de liens, plein de puissance. L'essence tragique, c'est ce sens qui donne, qui fait que tout à coup, on expérimente, n'est-ce pas, dans sa vie, que ce qui se passe dans mon quotidien est lié à ce qui va se passer, par exemple, au Vietnam. Petit à petit, notre société, notre culture, en perdant la dimension de la tragédie, la dimension tragique, a perdu ces liens existentiels, pas que rationnels, existentiels,
avec les mondes dans lesquels on se sentait inclus. Nous sommes la civilisation, la culture qui dit pour agir, il faut être informé. Si ça reste vrai, ça reste des points de vue dans lesquels l'information est condition, comme on dit, nécessaire, mais largement pas suffisante. Parce que nous n'arrêtons pas d'être informés et nous sommes carrément ensevelis sur l'information. Dans les livres, nous avons essayé de comprendre les rapports entre les organisations, les modes d'action, n'est-ce pas? Mais disons que le travail central que nous avons fait est de dire l'engagement classique ne naissait pas simplement d'un mouvement du cœur. L'engagement classique s'est fondé sur un point de vue logique, historique, philosophique, qui consistait à dire, à assurer l'histoire de l'humanité est une histoire qui part d'un point et à un point d'arrivée, n'est-ce pas? Et ce point d'arrivée, c'est le point de la justice, etc. Cette histoire du progrès, il ne faut surtout pas croire du tout que c'est une histoire monopole de la politique. L'engagement était soutenu, était fondé sur un socle logique qui disait l'homme, en tant que sujet de l'histoire, peut modifier le monde pour arriver à une émancipation totale. Ce socle-là, il est cassé. Il est cassé scientifiquement, historiquement et politiquement. La question c'est, quel est le nouveau socle rationnel qui nous permet aujourd'hui de penser et agir en engagement qui ne soit pas fondé ni sur des côtés moraux, surmoyés, culpabilisants, ni sur l'ancien socle. Et aujourd'hui, nous voyons, époque de la complexité oblige, que des luttes très justement fondées et très légitimes, pas seulement visiblement ne convergent pas, mais souvent sont en conflit entre elles. Notre travail ici, c'était de montrer comment à partir de nouveaux socles logiques, épistémologiques, de nouveaux socles de pensée, nous pouvons développer pratiquement, parce qu'on explique les expériences pratiques auxquelles on participe depuis des années, comment pratiquement il est possible de développer des expériences d'engagement sur des bases absolument différentes que soit les socles de la promesse, soit la morale. La question c'est comment est-ce que les gens peuvent trouver un moteur à son engagement qui ne soit pas basé sur la promesse prophétique. Comment est-ce que nous pouvons nous engager, bref, sous condition de la complexité. Alors bon, d'un point de vue un peu théorique et un peu pratique, c'est ce que nous avons développé dans ce petit bouquin avec Angélique. Les gens qui veulent changer le monde, ils passent leur vie à éviter la complexité. Parce que la complexité, quand vous dites un militant classique, c'est complexe, ipso facto, il vous regarde comme si vous étiez un sale réactionnaire. Parce que pourquoi tu mets des bâtons dans les roues dans la voie glorieuse vers la libération, n'est-ce pas? Alors, la question s'est posée comme ça quand on a commencé à travailler dans ces laboratoires sociaux, dans ces trucs-là. Soit on a assumé la complexité du monde, et alors là, on ne s'engageait plus. Soit on évitait la complexité du monde, mais notre désir d'émancipation, du coup, était trop simpliste. Et le défi est celui-là, et reste exactement le même. Le défi reste comment nous pouvons articuler ce qui est vraiment un gage, un défi, comment nous pouvons articuler notre désir d'émancipation, de liberté, de solidarité avec la complexité du monde. Et ça, c'est pas facile. On est dans une époque, cette époque de surface, cette époque de feedback, et là je vous parle en tant que clinicien. Ça fait que les gens, ils assimilent le désir à quelque chose qui est comme ça. Si je désire quelque chose, la réalisation de la chose doit être facile. Pour résumer un tout petit peu la pensée actuelle, la sensation actuelle. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je voulais en venir tout bêtement, c'est que le désir, c'est le premier pas pour se mettre au boulot, quoi. C'est-à-dire que la vérité, c'est que le désir, que ce soit le désir d'émancipation comme le désir amoureux, vous voyez,
c'est un peu les liens un peu en chewing-gum qui aujourd'hui unissent aussi les couples, parce que vous savez, c'est-à-dire qu'on reste ensemble tant que ça nous arrange, parce que toi c'est toi, moi c'est moi. Cette difficulté de lien, même dans la vie affective, non? Eh bien, cette difficulté de lien, c'est aussi dû à cette fait de qu'on dit si je te désire, ça va être facile. Or, effectivement, désirer quelqu'un, même dans un point de vue amoureux, signifie se mettre au boulot de la connaître, au boulot de la respecter, au boulot de ne pas l'étouffer l'autre, au boulot de tenir sur les liens, n'est-ce pas? Et un boulot très drôle qui est le boulot de comprendre que la fidélité, c'est la fidélité envers soi-même. L'idée du désir, c'est pas simplement quelque chose par rapport à l'engagement, c'est cette idée de dire, quand je désire quelque chose, eh bien, ce n'est que la préannonce d'un désir, parce que le désir est la réalisation du boulot qui va avec. Le moteur de l'engagement, que ce soit personnel, politique, social, scientifique, peu importe, artistique, non? Pourquoi quelqu'un s'engage, pourquoi quelqu'un s'embarque? Il s'embarque parce qu'il est happé, sollicité par la situation. C'est-à-dire que, effectivement, l'objectif, il est immédiat dans le fait de se mettre en route. La seule chose qui change, mais qui est énorme, c'est que, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas croire d'un point de vue rationnel, et après chacun croit ce qu'il veut, hein, mais on ne peut pas croire d'un point de vue rationnel à la convergence de l'histoire vers un point oméga où le monde sera un paradis. Pendant très longtemps, l'Occident il a cru que la totalité de l'histoire s'expliquait dans un point oméga d'arrivée. Et que ce que nous vivions était des parties plus ou moins disperses de cette histoire qui devait se réaliser. Vous voyez? C'est comme si, dans les happy end, tout allait s'expliquer. C'est la rédemption, hein, c'est la rédemption. Et donc aujourd'hui, les gens se vivent en disant, s'il n'y a pas un happy end final, si tout ceci ne vise pas un moment dans lequel tout sera expliqué, donc on n'a de quoi bouger. Alors moi je dis là, juste je dis quelles sont nos hypothèses philosophiques et logiques. Nous pensons que la totalité, non, n'est pensable que dans chaque partie. Le communautarisme, vu de notre point de vue, c'est le relativisme culturel. C'est la perte du socle universel et tout à coup le relativisme culturel, chacun sa vérité. Donc le relativisme a quelque chose de pareil que l'individualisme, parce que l'individualisme dit chacun sa vérité. Et le relativisme dit chaque peuple sa vérité. Et du coup, il y a là quelque chose quand même de très gênant, quoi, parce que ça c'est fouteur de guerre. Alors, sans refaire un socle universel, la question c'est comment on peut créer du commun. Hein? Finalement, la question c'est ça. Comment on peut créer du commun sans la promesse, etc. et sans tomber dans les communautarismes qui sont plusieurs communs, tous en guerre entre eux. Hein? Et je crois que la seule appartenance aujourd'hui qui n'est pas liberticide est l'appartenance à la question de la construction d'un commun qui ne cède pas à cette tentation-là. Sans renier de ses racines. Les racines sont pure richesse, mais les racines sont richesse dans la mesure où elles s'inscrivent dans un travail de construction du commun. Ce qu'il faut chercher, c'est comment en nous se manifeste le monde. Et au contraire, moi je suis plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut essayer de se dépersonnaliser le plus possible, c'est-à-dire de croire en soi le moins possible, non? Pour assumer les dimensions situationnelles qui nous traversent. Alors les engagements, je ne les appelle pas minimales, sinon minoritaires, dans le sens de Gilles Deleuze. Alors minoritaire, ça veut dire, c'est pas dire petit ou grand. Ça veut dire que ça ne regarde pas un changement global. Mais c'est pas minimal dans le sens, par exemple, ça peut être immense.